14 mars 2017, 20 heures et quelques. Cet essai intitulé Le localisme est-il un patriotisme de proximité? Je voulais traiter du patriotisme économique et je voulais aussi, à un moment, j'avais pensé euh, au localisme, consommer local, etc. Donc, comme c'est une philosophie, on peut appeler ça, on peut aussi l'appeler par, c'est une presque un système de vie, une idéologie, et donc on peut l'appeler localisme, parce que ça part d'une vision et vraiment d'une attitude profonde, et ça confine un peu au choix politique, au choix philosophique. Et donc le localisme, il est en fait, bien sûr, quand on le rencontre pour la première fois, le consommé local, on a en face de nous des gens bien sympathiques, des jeunes, des gens qui essaient de s'en sortir, qui luttent contre les grosses structures, les structures transfrontalières, transcontinentales, etc. C'est des gens qui ne demandent qu'à vivre de leur travail. Tout simplement, ils ont l'air bien sympathiques et ils n'ont rien de méchant. Seulement, on revient à quoi dans cette histoire? Consommer local, presque aussi produire local, et se marier local. On revient à quoi? Une situation, on régresse de toutes les façons vers des formes de relations, d'échanges basées sur le voisinage et la proximité. Une sorte, une manière d'exclure l'autre. L'autre lointain, pour des raisons soi-disant écologiques, parce que le bilan carbone, parce que. Il y a beaucoup de choses qui naissent avec les meilleures intentions du monde. Elles sont sympathiques, puis elles finissent par dégénérer en un comportement et en une vision des pratiques qui, à ce moment-là, deviennent intolérables à certains, en tout cas, à tout le moins. Donc, le système économique est un système basé sur l'échange. On produit quelque chose qu'on échange soit avec le proche, soit avec le lointain, selon ce que l'on produit de mieux, selon ce que l'on sait faire de mieux, selon la nature du terrain, selon, etc., etc. Il est nécessaire de pouvoir commercer avec tout le monde, sans exercer de favoritisme, je veux dire, excessif, sans faire introduire dans cette opération des considérations autres que tout ce qui est de l'ordre de l'échange économique strict, basé sur la satisfaction des deux parties. Et voilà. Et donc le localisme, évidemment, ceux qui produisent, par exemple en Haute-Savoie, eh ben, il faut qu'ils le vendent, faut qu'ils produisent pour la Haute-Savoie. Ainsi, ceux qui sont en Bretagne, il faut qu'ils soient en Bretagne. Ainsi, il ne serait interdit de consommer du raisin qui viendrait du Chili ou du vin qui viendrait d'Afrique du Sud, etc., etc. Là, c'est une vision un peu étriquée de ce que c'est que l'ordre économique mondial, et ce qui n'est pas, en fait, au-delà de l'a priori idéologique qu'on a sur le système économique, euh, nous pouvons juger qu'il y a une certaine que ce système n'est pas égalitaire, qu'il utilise des moyens
pas très éthique, qu'il joue un peu des, euh, sur la disparité au niveau des revenus, au niveau des coûts, et que par-delà même, il joue un jeu qui n'est pas franc. Donc, il importe quelque chose d'un lieu et il vient en fait proposer des prix trop bas pour que les gens du, du coin puissent rivaliser avec. Et donc finalement, cela empêche chez les gens locaux de vendre leur production. Et ils deviennent pas de la même des gens endettés, des gens incapables d'assurer l'équilibre de leur exploitation. Ils sont amenés par de la même soit à se suicider, soit à cesser leur activité. Et ainsi, un tissu économique régional, local est mis en difficulté et poussé un peu vers l'extinction. Par-delà même, on constate un retour vers la ruralité, une vision un peu revivaliste. On essaie de faire revivre peut-être des traditions, peut-être des choses. D'ailleurs, les marques qui s'inspirent ou qui se proclament des régions ont un certain type de succès, ont un certain succès, puisque il y a une mode un peu du régional, du vrai, j'ai oublié le terme, euh, du traditionnel, voilà, le traditionnel contre le standard, contre le presque l'universel, la chose qui n'a pas, qui n'a pas de cachet véritable, la chose un peu sans identité particulière. Et la bouffe qui n'a pas, la bouffe qui n'a pas euh, la bouffe quelconque, contrairement à la bouffe traditionnelle qui, elle, aurait un caractère d'authenticité et exprimerait un peu la diversité des régions, la diversité des traditions, la diversité des goûts et la diversité des préparations et des recettes, etc. etc. Et le localisme, bien sûr, il n'est pas porté dans le discours politique de façon permanente. Il se développe de lui-même, il a sa propre dynamique. Par contre, ce qui est le consommé national, ce qui est le nationalisme, ce qui est un peu le patriotisme économique, évidemment, là aussi c'est une régression. C'est une régression quand on voit des gens se réclamer du patriotisme tout court, et donc d'autres y accolent l'économique, font en sorte de préciser la nature du patriotisme. Et à ceux qui parlent de patriotisme pour se distinguer de ceux qui parlent de nationalisme, il tient quand même à signaler que normalement, s'ils s'expriment au nom de la classe ouvrière ou des prolétaires ou des catégories de ce genre, normalement les ouvriers n'ont pas de frontières. Les ouvriers sont unis. Les ouvriers ne connaissent que l'internationale ouvrière. Les ouvriers sont unis, tous ensemble, contre le capital, contre l'exploitation, contre les conditions de travail, contre la condition qu'on leur fait. Évidemment, il doit y avoir une solidarité par-delà les frontières. Les ouvriers, normalement, ne se font pas la guerre, ne se font pas la concurrence. C'est le capital qui les met en concurrence. Et à ce moment-là, demander un patriotisme économique,
c'est d'abord, ça n'a pas de sens du point de vue des classes ouvrières, mais ça n'a pas de sens parce que le capitalisme n'a plus de frontières. Vouloir ramener, revenir vers un patriotisme économique de celui qui nous a conduit à la Première Guerre, par exemple, qui elle aussi nous a conduit à la Seconde. Le capitalisme, et particulièrement, plus précisément, le capitalisme financier, lui, il n'a pas de frontières. Il est international, il est mondial, il est universel. Je ne sais pas s'il n'aime pas les frontières, mais il arrive à se jouer des frontières. Nous sommes sous la coupe du capitalisme financier qui passe d'un réseau horaire à un autre, d'une bourse à une autre. Il n'est pas limité par nos frontières matérielles ou nos discours un peu arriéristes. Nous sommes et puis nous ne pouvons plus un certain type d'industrie qui était consommatrice de main-d'œuvre, etc. À certains moments, cela, nous ne pouvons plus le faire. Nous ne pouvons plus le faire. D'ailleurs, le capitalisme, quand il faisait les choses, il ne les faisait pas par patriotisme, il le faisait parce qu'il était un capitalisme national. Quand on est arrivé au stade des multinationales, le capitalisme est devenu multinational. Il est passé à une autre phase. Mais ceux qui ont les capitaux, ils les investissent là où ils ont les meilleures manières, les meilleures possibilités d'en profiter. Ils n'ont pas, s'ils n'ont pas de, s'ils n'ont pas, ne sont pas encouragés à rester sur un marché, ils vont le quitter pour un autre. Il faudrait à ce moment-là faire une sorte de préférence nationale pour ce qui est des articles faits dans un pays ou un autre. Là encore, la régression. Là encore, on retrouve du parallélisme entre ce que propose un extrême ou un autre. La préférence nationale, non pas pour le logement ou pour le travail, mais à ce moment-là, ça serait pour les articles. Et on avait commencé déjà à le faire. On avait juste omis de dire que certaines choses, malgré tout, on les faisait à l'étranger, parce que peut-être il y a le savoir-faire, mais qu'un produit actuel ne peut pas se concevoir dans un seul lieu. La matière première arrive d'un endroit, après il y a un certain nombre d'opérations, il peut y avoir la coupe dans un pays, et puis après la couture pour ce qui est pour ce qui est de pour ce qui est des vêtements, pour ce qui est du textile, la couture peut se faire ailleurs. La marchandise passe d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, avant d'arriver dans les mains du consommateur, de l'acheteur, finalement. Donc, c'est cet ordre qu'il faut contester. Comment peut-on détricoter tout cela? Cette chose, ce système, cette organisation qui s'est installée pendant des décennies, voire des siècles, qui finalement est celle qu'on a devant nos yeux, qui a peut-être besoin d'être améliorée. Les règles du commerce international, etc., etc. C'est cela qui fait notre société. Peut-être qu'il faudrait rémunérer des producteurs dans certaines régions du monde, mieux les rémunérer. Peut-être faut-il, malgré tout, permettre, c'est-à-dire se spécialiser, je ne sais pas, la division internationale du travail, etc. Il est possible. Alors il faut carrément s'arrêter, il faut s'arrêter pour réfléchir. Si on propose
le patriotisme économique comme seule solution au problème de l'emploi, au problème de non, du manque de débouchés pour, les, pour les gens. C'est ce qui est problématique, c'est que quand nous gagnons des marchés à l'étranger, dans cette opération de mise en concurrence, nous ne disons pas que ce n'est pas légitime, nous prenons les marchés que nous gagnons à l'étranger. Mais quand nous ne disons pas nous sommes étrangers, ça aurait été mieux fait par une compagnie locale. Il y a des appels d'offres internationaux. Tout le monde y participe. Cahier de charges, etc. etc. C'est cela qui est la réalité. Nous participons dorénavant, depuis bien longtemps, d'un système mondialisé et nous devons y trouver notre place sans nous rabattre sur des attitudes passéistes, sans nous sentir comment dire, en besoin de nous replier sur nous-mêmes pour nous permettre de vivre. C'est une compétition mondiale ouverte. Il faudrait peut-être corriger les défauts de cette compétition, là où elle est trop flagrante, là où elle est injuste. Il faudrait pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un plan mondial, un plan qui dépasse, transnational, pour pouvoir répondre à la question. Si nous continuons toujours d'accepter la concurrence entre les nations, nous pouvons nous isoler, mais si nous nous isolons, nous n'allons plus pouvoir, nous serions dans l'incapacité d'échanger. Or, chaque pays produit des des choses à échanger. Il a besoin d'échanger parce que il est en surcapacité dans certains domaines, il a besoin. Et donc, un pays qui se renfermerait sur lui-même finirait par étouffer sous sa propre production. Le vin français ne peut pas être bu que par des Français, ou alors il faut enlever la moitié des vignes, des vignobles. Il y faudrait l'agriculture française a besoin de marché. Là où nous sommes en compétition qui nous est favorable, nous ne disons rien. Là où nous sommes battus parce que nous sommes trop chers, nous protestons. Puis, au final, il y a toujours l'acheteur qui, lui, préfère acheter souvent peu cher, parce que là aussi, il y a un problème de moyens, préfère soit acheter moins cher, soit consacrer ce qu'il a comme moyen pour d'autres activités. Il préfère consacrer le moins possible pour ce qui est de l'achat de vêtements, de l'achat de nourriture. Donc, le patriotisme, c'est ce qui a conduit à la guerre. C'est ce qui nous a conduit à l'opposition entre les nations. L'internationalisme est devenu un mot tabou. L'internationalisme, l'universalisme. Pourquoi nous n'utilisons pas ces termes-là? Pourquoi nous parlons toujours de mondialisme? Pourquoi n'utilisons pas le mot universalisme, transnationalisme, internationalisme? Pourquoi ces termes sont devenus inaudibles, inopérants? Le champ, l'international a disparu. Est-il si difficile que cela? Si est-elle devenue un champ complètement abscons pour qu'on retire et qu'on revienne à des champs nationaux presque tribaux? Le chant qui demande à verser le sang. On est où là? On est dans quel monde? Dans quel siècle? Il faut
des choses qui nous permettent de nous situer dans l'avenir et non pas qui nous rattachent à un présent, à un passé qui a fabriqué aussi beaucoup de malheurs. Ce passé-là, passé constellé de conflits et de compétitions entre pays, entre financiers, compétition pour des territoires qui finalement, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se faisait la guerre pour un bout de terre, alors que normalement on devrait créer les conditions pour une, une coexistence sans frontières finalement. Les territoires s'associant entre eux selon leur, comment dire, selon leurs affinités et aussi selon les organisations qui leur conviennent. Pas ces territoires qu'on a hérités des relations conflictuelles qu'on a gagnées contre les autres, etc. Ces histoires qui racontent des siècles de guerres et de batailles et de conflits sans fin et de conflits sanglants. Faut pas l'oublier. Donc le localisme constitue un risque. Il faut rester vigilant à ce que cela ne déborde pas sur des conceptions, même si ceux qui le prônent offrent toutes les garanties, en tout cas extérieures, d'être de bonne foi et d'être ouverts au monde, d'être désireux d'apporter leur aide, qui comprennent un peu que le monde est, plutôt a besoin d'être... il y a des inégalités, il y a des gens qui ne sont pas très bien, qui ne vivent pas bien parce que soit ce qu'ils produisent est très mal rémunéré, soit ils sont victimes de problèmes climatiques, soit etc. etc. Il faut, je sais pas, je suis un peu fatigué, donc le traitement de cette question très politique et très sensible, quand je vois que quelqu'un d'extrême droite parle de patriotisme et qu'un autre d'extrême gauche dit extrême gauche, gauche radicale, peu importe, lui aussi parle de patriotisme, on a un référentiel assez pauvre. On n'a pas d'autre solution que de revenir sur le patriotisme, la patrie ou la mort finalement. Donc qu'est-ce qu'on a comme alternative? Chaque période historique a produit une solution, mais la solution, quelquefois, certaines périodes ont innové. Qu'est-ce que nous proposons, nous, comme solution innovante, comme nouvelle organisation, si nous nous référons toujours à la Révolution française, pour d'autres même à la monarchie, tout ça, si nous nous référons qu'au passé, si le passé constitue notre horizon indépassable, et nous puisons nos références toujours dans cette Révolution française que nous avons sacralisée, que nous avons déifiée. Ce n'est plus d'actualité. Les conditions de vie ont changé. Les défis ne sont pas les mêmes. Les contraintes ne sont pas les mêmes. Les citoyens se sont émancipés. Il n'y a plus de souverain absolu. Il y a un système supposé égalitaire, supposé permettre à tous d'exercer leur part de responsabilité, mais un système évidemment améliorable, perfectible, etc. Donc il faut des propositions nouvelles. Et ce n'est pas parce qu'on veut gagner une élection qu'on doit tout accepter. Une élection, ce n'est qu'un moment passager. Une vie, la vie d'une nation, ça se pense sur le long terme. A besoin de solutions, ça a besoin de solutions pérennes, de propositions qui puissent tenir sur le long terme, pas de ces
comment dire, pas prendre n'importe quel béquille pour pouvoir tenir debout. Il faut innover, il faut, évidemment, chaque solution offre son potentiel et aussi potentiellement porteuse d'un dérapage. Chaque solution, chaque choix est un choix qu'il faut savoir interroger. Il n'y a pas de choix idéal, il n'y a pas de choix qui ne comporte pas sa part de risque. Donc je reviens sur le localisme. Le localisme, évidemment, on le soutient, mais on le soutient avec une certaine prudence, avec une certaine, non pas méfiance, mais avec un peu de réserve, en essayant de voir jusqu'où il peut aller, car il a tendance à braquer les regards sur un certain type de rapport à la Terre. N'empêche que ceux qui nourrissent les gens, ce n'est pas les locaux, ça reste plutôt en direction d'une petite niche de population qui a les moyens, qui a un certain niveau de moyens. Ce n'est pas n'importe qui peut acheter local, comme ce n'est pas n'importe qui peut acheter bio. D'ailleurs, ça peut se retrouver. La même population qui achète local et bio, et qui refuserait le bio qui viendrait d'ailleurs, là aussi. Donc il y a de part et d'autre un repli. Ce repli est évidemment et pour l'instant conquérant, et pour l'instant c'est celui qui paraît offrir des solutions d'avenir. C'est ça qui est paradoxal dans l'affaire. On se replie parce que cela est une solution d'avenir. Hein. Dis donc, ça, ça laisse songeur en tout cas. Voilà, ce petit intermède est terminé. J'espère qu'il a été enregistré. Il y a quelquefois certaines difficultés à développer un thème, et parce que l'état physique ne permet pas d'aller au-delà d'un certain type d'expression, même si le thème est porteur, même si le thème mérite un traitement digne de son importance, il peut avoir été traité de manière un peu moins appuyée, mais si on attend le moment propice, on risque aussi de ne plus vouloir risque d'être sentir un peu extérieur au thème. Là, c'était un thème que j'avais déjà en tête et je voulais d'une certaine façon le liquider, donner un point de vue, même si il peut être perfectible, et un point de vue. Puis après, tout ça est uniquement pour créer un échange, pour impulser un dialogue. Après, si ça rencontre pas son public, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça existe et que ça puisse vivre sa vie. Ces paroles vont vivre leur vie, peu importe la vie qu'ils auront, postérité ou pas postérité, et c'est comme ça. On prend toujours le risque, on prend en compte un peu les avis des uns et des autres, on essaie de ménager les gens, mais sans les attaquer frontalement, sans les traiter de quoi que ce soit. C'est uniquement sur le plan des idées contre idées, même si des fois on n'a pas la meilleure approche, même si quelquefois nous manquons de pertinence et d'arguments dans notre développement, c'est notre bonne foi qui témoigne pour nous, qui témoignerait pour nous. Nous sommes de bonne foi. Ce que nous prenons, c'est le bien-être général, le bien-être universel de tous. Qu'il soit mis fin à un système de compétition qui n'a pas de sens. Compétition entre les individus, compétition entre les groupes, compétition entre les nations, compétition entre les continents. Que nous soyons vraiment anti-compétition sauvage, d'une certaine façon,
contre cette façon de faire, contre ce monde qui joue sur les déséquilibres et qui profite des déséquilibres et des failles, et que nous soyons un peu plus offensifs sur le front de l'universalisme et de l'internationalisme. Seule la communauté humaine compte dans toute sa diversité, dans toutes ces situations. La communauté qui compte, c'est la communauté humaine. Ils n'ont pas une nation, ils n'ont pas un drapeau, ils n'ont pas une histoire. L'histoire de l'humanité est une seule et unique histoire. Nous avons peut-être, nous avons eu le même passé, la même origine. Nous aurons sûrement le même avenir, un avenir à construire ensemble dès maintenant, sous le signe de notre identité commune.